Je suis Claire, j'ai 32 ans, et je n'aurais jamais imaginé que ce jour-là, la vérité allait éclater de façon aussi brutale. Il pleuvait. La journée était grise, mais ce n'était pas la météo qui m'oppressait. C'était ce regard lourd, lourd de reproches et de mépris qui me pesait depuis des années. Claire, tu te rends compte de ce que tu fais. Ma mère n'avait même pas pris la peine de me regarder dans les yeux. Elle était debout, dans l'ombre du vieux canapé du salon, et je savais que chaque mot qu'elle prononçait ne visait qu'à m'abattre. Elle n'avait pas vu ma fille, ni l'humiliation que ses paroles représentaient. Tout était prévu depuis des semaines. Le mariage de ma sœur Julie avait été la scène de ma défaite, et ce jour-là, il semblait que tout était contre moi. Mais c'était bien plus qu'une simple fête de famille. C'était une scène qui allait faire éclater les non-dits de toute une vie. Je m'étais préparée à ce moment toute ma vie. Ignorée, éclipsée, jamais à la hauteur de sa beauté, de sa réussite. Et pourtant, ce n'était pas elle, Julie, la personne que j'avais besoin de craindre. Non, c'était eux. Mes parents. Ceux qui m'avaient laissé dans l'ombre, ceux qui m'avaient poussé dans un coin, là où je n'étais rien. Tout a basculé à ce moment précis. Ma mère m'a dit, devant tous les invités, que Julie était sa préférée, que je n'étais qu'un détail, un oubli dans leur vie parfaite. C'était leur secret, leur trahison bien gardée. Mais ce soir-là, personne ne savait que j'étais prête à tout retourner. Ils n'avaient aucune idée que j'avais découvert des documents cachés, que tout ce qu'ils m'avaient pris, je l'avais en fait toujours eu sous les yeux. Ils allaient découvrir la vérité, et elle allait les anéantir. Je suis née dans une maison où l'amour n'était jamais distribué de manière équitable. Ma sœur, Julie, était la perle de la famille, l'élue. Toujours parfaite, toujours brillante, toujours la priorité. Et moi, Claire, j'étais là, invisible. Difficile d'exister dans l'ombre d'un tel éclat. J'ai grandi avec l'impression que mes parents ne voyaient que ce qu'ils voulaient voir. Dès l'enfance, Julie était celle à qui on donnait les jouets, les compliments, les projets d'avenir. Moi, j'étais celle qu'on oubliait, celle qu'on repoussait. Mes réussites passaient inaperçues, mes erreurs amplifiées. Je me souviens encore du jour où j'ai eu mon premier vrai travail d'été, à 17 ans, dans un petit café du quartier. C'était un début modeste, mais pour moi, une petite victoire. Mais quand je l'ai annoncé à ma famille, leur réaction a été glaciale. Ma mère a à peine levé les yeux de son magazine, mon père n'a même pas relevé la tête de son journal. Julie, elle, avait décroché un stage prestigieux chez un avocat à Paris. C'était ça, leur modèle, leur fierté. Moi, j'étais simplement celle qui faisait de la figuration. Il y avait une autre chose qui me torturait, mais que je n'avais jamais osé avouer. Dès que je commençais à montrer un peu trop d'indépendance, ils réagissaient, comme si j'étais une menace. Ce petit boulot d'été avait été vu comme un acte de rébellion silencieuse. J'avais 17 ans et je voulais juste me sentir un peu valorisée. Mais c'était aussi à cette époque-là que j'ai commencé à prendre les choses en main. Je n'étais pas assez naïve pour ne pas comprendre qu'on attendait de moi que je sois invisible, docile et que je me contente de peu. Mais dans l'ombre de leur indifférence, je m'étais juré de ne pas rester là, à les regarder vivre leur vie parfaite. J'ai commencé à économiser en cachette. Je savais que tout ce que je touchais allait être ignoré ou ridiculisé, alors je ne parlais pas de mes projets. J'avais une petite boîte à chaussures, sous mon lit, où je mettais ce que je pouvais de côté. C'était quelques centaines d'euros au début. Mais petit à petit, cela s'est accumulé. Les années passèrent. À 21 ans, je suis partie en fac de droit, loin de ma ville natale. Mon but n'était pas seulement d'étudier, c'était de m'émanciper, de partir de cette maison où l'amour était une denrée rare. Mais même à l'université, ma mère trouvait le moyen de me rappeler, par téléphone ou par lettre, combien Julie était en train de réaliser ses rêves pendant que je m'enlisais dans la bureaucratie académique. Mon père n'en parlait même pas. Pour lui, c'était normal que Julie soit l'âme de la famille, et moi, juste un accessoire. Je n'étais qu'à moitié surprise quand, après avoir terminé ma licence, ils ont annoncé que Julie, elle, était invitée à intégrer une prestigieuse école de commerce. Et moi, ma mère m'a simplement dit « Tu fais ce que tu veux, mais ne rêve pas trop grand ». Ces mots ont fait écho en moi pendant des mois. Mais je n'ai jamais montré à quel point cela m'avait frappé. J'avais 25 ans et je venais de commencer mon premier vrai travail dans une petite société d'assurance. Lorsque le premier grain de sable dans l'engrenage de ma soumission familiale est apparu. C'était la première fois que je prenais ma place, sans demander la permission, sans me soucier de ce que pensaient mes parents. Ma sœur Julie, elle, se construisait déjà un empire, un avenir brillant. Mais moi, je luttais contre des vagues invisibles qui m'empêchaient de respirer. Je n'avais pas assez d'argent pour tout quitter, mais j'avais commencé à vivre pour moi. Je n'avais pas de grands rêves, mais j'avais une petite liberté secrète. Cependant, tout allait changer un jour. Et ce jour-là, je n'avais aucune idée que ce serait le déclencheur de tout ce qui allait se passer. Ce n'était qu'un petit document, une feuille glissée dans une vieille enveloppe. Mais c'était cette feuille qui allait bouleverser ma vie. Elle était arrivée par la poste, sans avertissement. Je savais déjà qu'il me méprisait.
Mais je n'avais pas prévu que leur arrogance soit aussi aveugle. La date était gravée dans ma mémoire, 12 juin 2021. C'était un document officiel concernant une maison familiale, celle où j'avais grandi et que mes parents avaient promis de me léguer un jour. Mais ce document révélait autre chose, ils avaient déjà fait le choix de transmettre cette maison à Julie. Un acte de donation signé il y a 2 ans, et je n'en avais rien su. Je devais agir. Mais comment? La découverte du document de donation a été un choc. Un véritable coup de massue, quelque chose de plus grand que ce que j'avais imaginé. Mais au lieu de me laisser submerger par la colère, j'ai décidé de réfléchir, de prendre du recul. Il n'était pas question de crier, de me précipiter dans une confrontation aveugle. Non, ce n'était pas ce que je voulais. Je savais que, cette fois, il fallait être stratégique. J'ai gardé le silence, analysant chaque détail du document. Il était daté de 2019, un an avant que je ne m'installe dans l'appartement que je croyais être ma part de l'héritage familial. Tout avait été minutieusement caché, un acte de donation dissimulé derrière des faux prétextes. Ce n'était pas une simple omission. C'était un véritable coup de poignard dans le dos. Je savais que ma sœur Julie était en partie responsable. Elle avait toujours eu cette attitude, ce regard triomphant. Celui qui disait « je mérite plus que toi ». Mais le plus dur dans tout ça, c'était que mes parents avaient soutenu ce plan en silence, l'avalant sans rien dire. Il était évident qu'ils voulaient me mettre à l'écart de leur monde parfait, celui qu'ils avaient construit autour de Julie. Mais il y avait plus. Le document n'était pas juste un testament ou un acte de donation. Non, il s'agissait aussi d'un contrat que ma mère et mon père avaient signé avec un notaire en date du 15 janvier 2019. Et tout cela était accompli sans mon consentement, sans même m'en parler. Ni une, ni deux, je me suis rendue chez le notaire. Je voulais vérifier, comprendre l'ampleur du désastre. Le rendez-vous était fixé pour le 28 février 2022. Je n'avais jamais eu l'intention de revenir dans cette vieille maison. Mais ce jour-là, il n'y avait plus de place pour les hésitations. Je n'allais pas seulement discuter avec le notaire. Non, je voulais des preuves, des faits concrets. Et surtout, je voulais savoir si mes parents avaient été assez stupides pour laisser des traces qui pourraient me permettre de reprendre ma place légitime dans la famille. Je n'étais pas sans défense. Bien que, pendant longtemps, je me sois sentie faible, insignifiante. Mon boulot dans la société d'assurance me donnait une stabilité, mais ce n'était pas tout. Il y avait des économies que j'avais accumulées en secret, chaque mois un peu plus. Au début, ce n'était qu'une petite somme, mais peu à peu, elle était devenue suffisante pour m'offrir une petite liberté. Je n'avais jamais osé en parler à personne, pas même à mes amis proches. J'avais peur qu'on me prenne pour une folle, mais aujourd'hui, cette indépendance avait un sens tout particulier. Je me souviens de cette conversation avec ma collègue, Sophie, quelques mois avant cette rencontre au notaire. Elle m'avait regardé avec un air perplexe quand j'avais évoqué les problèmes avec mes parents. Mais pourquoi ne pas simplement leur en parler? M'avait-elle demandé, avec l'air d'une personne qui n'avait jamais compris ce que c'était que de vivre dans l'ombre d'une famille toxique. Je lui avais répondu, presque sur un ton détaché, ce n'est pas aussi simple. Et c'était là que la réalité m'avait frappé. Ils ne me verraient jamais comme autre chose qu'un accessoire dans leur vie. Mais à partir du moment où j'ai vu ce document, j'ai compris que tout ce que j'avais fait jusqu'à maintenant n'était qu'une préparation. Une préparation pour le grand jour, celui où je me lèverais contre eux, où je pourrais leur prouver que je n'étais pas juste l'invisible, l'oublieuse. Non, je faisais partie de cette famille, et je n'étais plus prête à jouer les spectatrices. Je savais que la confrontation avec mes parents ne serait pas facile. Ils avaient déjà montré leur mépris pour moi, ils m'avaient humiliée devant ma fille, en toute connaissance de cause. Mais cette fois, tout allait changer. Le jour où je verrai mon avocat et où je commencerai à rassembler toutes mes preuves allait être le moment décisif. Et ce moment approchait à grands pas. Le plus dur restait à venir. Mais la vérité, c'était que je n'avais jamais été aussi prête. La première confrontation n'a pas eu lieu lors d'un grand dîner familial ni dans une salle de tribunal. Non, elle est arrivée par message, discret, presque anodin, mais terriblement significatif. Le soir du 15 mars 2022, alors que je me préparais à passer une soirée tranquille, mon téléphone a vibré. C'était un message de ma mère. Tu viens ce week-end pour l'anniversaire de Julie. Rien de plus simple. Rien de plus innocent. Mais je savais, au fond de moi, qu'il y avait un piège derrière ce message. J'avais tout de suite compris qu'elle voulait m'y attirer pour me faire taire, pour m'humilier une fois de plus. Julie avait eu vent de la situation. Et elle m'avait appelé la veille, sa voix douce et presque faussement compatissante. Tu viens, Claire, ce sera comme avant, tu sais. Papa et maman veulent que tout soit normal. Normal. C'était un mot qui me donnait envie de hurler. Normalité. C'était exactement ce que j'avais toujours cherché, mais à chaque fois qu'on m'offrait une place à la table, on me la retirait aussitôt. Mais je ne pouvais pas reculer. Pas cette fois. Le plan était en place et ce week-end, je me rendais chez mes parents. Ils allaient tout découvrir que je n'étais plus la même Claire.
celle qui courbait l'échine, qui acceptait les humiliations silencieuses. Ce week-end-là, tout allait changer. Je me suis rendue chez le notaire une semaine avant cette réunion de famille. J'avais pris un rendez-vous pour examiner les documents légaux et il n'avait pas fallu longtemps avant que je tombe sur la preuve dont j'avais besoin. Un simple détail, presque invisible, mais crucial. Le notaire m'avait confirmé qu'en effet, mes parents avaient signé un acte de donation de la maison à Julie, mais il y avait une faille, ce document n'était pas complet. Il manquait une clause importante qui aurait dû m'inclure dans la répartition du bien. Une omission? Ou une erreur délibérée? Je savais que cette faille pouvait tout changer. Cette révélation suffisait à remettre en cause toute l'argumentation de mes parents. En quelques semaines, j'avais appris tout ce que je pouvais sur le droit de la famille, sur les héritages, sur les démarches légales. Tout cela me préparait à la confrontation finale. Quand le week-end est arrivé, je n'avais aucune idée de ce qui m'attendait. Tout était déjà trop tendu. En arrivant chez mes parents, j'ai senti l'ambiance lourde, comme si tout le monde attendait quelque chose. La maison, d'habitude si accueillante, semblait maintenant froide et oppressante. Le dîner a commencé sans surprise, chacun jouant son rôle, Julie en diva, mes parents en spectateurs. Mais j'étais prête. Je savais que ce n'était qu'une question de temps avant que mes parents ne commencent à me faire comprendre que, comme d'habitude, je n'étais qu'une intruse. Quand la conversation a glissé vers la maison familiale, j'ai laissé tomber la première bombe, je sais pour le contrat. Le silence a envahi la pièce comme un nuage noir. Le regard de mes parents, figé. Julie a failli s'étouffer avec sa bouchée de pain. La tension était palpable, et c'est là qu'ils ont commencé à attaquer. Ma mère, d'un ton acerbe, a pris la parole. « Tu veux encore nous gâcher cette soirée, Claire ? Après tout ce qu'on a fait pour toi. » Et là, je me suis levée. Calme. Ma voix ne tremblait pas. « Tout ce que vous avez fait, c'est me voler ma place. Mais je ne suis plus votre marionnette. Ce contrat que vous avez signé, il n'est pas complet, vous le savez très bien. Et vous allez m'entendre. » La réaction de mes parents fut immédiate. Ils ont essayé de minimiser la situation, de me faire sentir coupable, comme ils l'avaient toujours fait. Mais j'étais déjà au-delà de ça. Je savais que mon plan allait réussir, même si la bataille ne faisait que commencer. Tout a basculé ce soir-là. Quand j'ai quitté la maison, j'avais la certitude qu'ils ne comprenaient pas encore la portée de ce que je venais de dire. Mais ça allait changer. Le prochain rendez-vous avec mon avocat serait déterminant. Le lendemain, je me suis réveillée avec une conviction nouvelle. Le week-end n'était qu'un prélude à ce qui allait arriver. Mes parents avaient eu leur petite humiliation, mais je savais que la partie la plus importante restait à venir, leur confrontation juridique. Si je voulais être respectée, et si je voulais obtenir ce qui m'était dû, il fallait que je joue cette carte jusqu'au bout. Et pour cela, je me devais d'être prête à tout. La première étape du plan avait été franchie. J'avais découvert la faille légale dans le contrat de donation. La deuxième étape allait être d'obtenir la reconnaissance juridique de cette faille, de mettre le doigt sur le mensonge qu'ils avaient soigneusement cultivé pendant des années. J'avais pris un rendez-vous avec un avocat spécialisé en droit de la famille, quelqu'un de discret, mais extrêmement compétent. Le cabinet était situé dans le 9e arrondissement de Paris, et je m'y suis rendue un mardi après-midi, armée de toutes les pièces que j'avais pu récolter jusque-là. En arrivant dans le cabinet, l'avocat m'a accueilli avec une neutralité bienveillante. Il m'a écouté, sans jugement, sans poser trop de questions au début. Mais quand je lui ai montré le document de donation, il a mis ses lunettes, et son regard est devenu plus perçant. Cela, m'a-t-il dit, n'est pas seulement une erreur administrative. C'est une omission volontaire. Votre famille a agi en connaissance de cause. Ces mots résonnaient dans ma tête. Tout ce que j'avais vécu jusqu'à ce moment-là, l'humiliation, l'isolement, tout semblait prendre sens dans cette salle. Je n'étais pas folle. Ils m'avaient menti et manipulé, mais ils allaient devoir rendre des comptes. Il a pris un moment pour examiner le document plus attentivement. Puis il a ajouté, « Nous avons ici une situation où l'acte de donation n'est pas complet. Il manque des clauses essentielles pour rendre cet acte valide. Vous pourriez faire valoir vos droits légaux. » C'était la première fois que quelqu'un me donnait un espoir concret. Je n'étais pas une victime, pas une spectatrice. J'avais des droits, et ces droits, je m'apprêtais à les revendiquer. Le vendredi suivant, je me suis rendue à mon rendez-vous avec le notaire, la personne qui avait rédigé cet acte en 2019. Je n'étais pas sûre de ce que j'allais découvrir, mais il y avait quelque chose en moi qui me poussait à avancer. À 16 heures, je suis arrivée dans son bureau, prête à confronter l'architecte de cette trahison. Le notaire, un homme d'une 50aine d'années, m'a accueilli avec une politesse glaciale. Je savais qu'il savait exactement ce que je cherchais, mais il ne voulait pas me le dire de manière directe. Je lui ai expliqué calmement, je suis ici pour discuter du document que vous avez rédigé pour mes parents. Je crois qu'il manque certaines informations importantes qui auraient dû m'être communiquées. Il a pâli en entendant cela, et un instant, j'ai vu une lueur d'inquiétude traverser ses yeux. Mais il a rapidement repris son calme, ou du moins, il a essayé.
Madame, vous devez comprendre que ce document était rédigé dans l'intérêt de la famille. Les conditions étaient claires, mais je n'étais plus dupe. Je savais que ce qu'il disait n'était qu'un vague prétexte. L'intérêt de la famille? Non. L'intérêt de ma sœur et de mes parents, peut-être. Pas le mien. Je lui ai demandé une copie des anciens actes, et après une discussion tendue, il a accepté. Ce qu'il ne savait pas, c'est que j'avais déjà pris rendez-vous avec un autre notaire, un expert en droit de la famille, pour obtenir un avis impartial sur la validité de ces actes. Ce n'était plus une question de vérité ou de mensonge, mais une question de pouvoir. Et ce pouvoir, il allait bientôt changer de main. Le notaire, comme je l'avais anticipé, n'a pas pu me fournir les informations que je cherchais. Il a bafouillé quelques mots, mais il savait qu'il était pris au piège. Il m'a simplement dit, si vous souhaitez engager une procédure, vous devez passer par les voies légales. Je ne peux pas m'immiscer dans des affaires familiales. Je savais que la route allait être longue, mais rien ne pourrait m'arrêter. Tout était désormais une question de patience. Je suis rentré chez moi ce soir-là, et alors que je préparais le dîner, j'ai reçu un autre message de ma mère. Elle m'écrivait comme si de rien n'était. Claire, tu n'as rien compris à cette situation, mais il est encore temps de revenir à la raison. Julie t'a toujours protégée, tu devrais t'en souvenir. Le message était insidieux, manipulatif, mais cette fois, je n'ai même pas répondu. Leur manipulation ne marchait plus. Les dés étaient jetés. J'avais les preuves. J'avais l'avocat. Et plus important encore, j'avais ma dignité. Ils allaient découvrir que le pouvoir avait changé de camp. Le jour tant attendu est enfin arrivé. C'était un jeudi matin, une journée ordinaire, mais pour moi, elle marquait un tournant décisif. Je n'étais plus simplement la sœur invisible ou l'enfant oublié. Aujourd'hui, je représentais une menace pour ceux qui m'avaient ignoré, trahi et manipulé. Tout allait se jouer lors de cette rencontre finale avec mes parents. Je n'avais pas pris de temps pour me préparer psychologiquement. Je n'en avais pas besoin. Quand j'ai quitté mon appartement, j'avais une confiance nouvelle en moi, presque glaciale. Je savais ce que je valais, ce que j'avais acquis par mes propres moyens et ce que je devais reprendre. La maison familiale, mon héritage, ma dignité. Ce n'était plus qu'une formalité de faire valoir mes droits. Le rendez-vous était fixé à 14 heures. J'avais 1 heure pour préparer le terrain et m'assurer que tout était en ordre avant d'arriver chez mes parents. J'ai relu les documents légaux une dernière fois, peaufiné la stratégie avec mon avocat et collecté les copies des actes de donation et de propriété. Tout était minutieusement préparé. Mais ce n'était pas tout. J'avais une dernière carte secrète, une révélation qui allait faire basculer la situation. Je savais que ma mère, mon père et même Julie allaient être choqués. Ils n'avaient aucune idée de ce qui les attendait. Quand je suis arrivée chez eux, l'atmosphère était aussi lourde que d'habitude. Ma mère me regardait d'un œil perçant, comme si elle m'attendait, prête à me rabaisser à nouveau. Mais cette fois, ce ne serait pas facile. Julie, elle, m'observait du coin de l'œil, une expression d'arrogance figée sur son visage. Elle croyait qu'elle avait gagné, qu'elle était en sécurité. Mais elle n'avait pas vu venir ma manœuvre. Le dîner a commencé de manière banale. Comme si de rien n'était, avec les mêmes faux sourires et les mêmes conversations banales sur la météo. Les dernières vacances et l'école des enfants. J'étais silencieuse, concentrée. À un moment donné, mes parents ont commencé à glisser sur le sujet du patrimoine familial et de la maison. J'ai senti mon cœur accélérer. Je savais que c'était le moment. J'ai pris une profonde inspiration. J'ai vu le document de donation, celui que vous avez signé avec le notaire, et je dis d'une voix calme, presque trop calme. À cet instant, tout a changé. Les visages de mes parents se sont figés. Ils n'ont même pas réagi tout de suite. Julie, de son côté, a eu un léger sourire comme si elle savait déjà de quoi il s'agissait. Mais elle se trompait. Je me suis levée, prenant soin de ne pas trembler. Vous m'avez exclu de l'héritage et vous pensions que je ne le saurais jamais, mais vous vous êtes trompé. Vous avez omis une clause importante dans l'acte de donation. Le silence qui a suivi était étouffant. Ma mère a perdu son sourire. Mon père, habituellement implacable, a baissé les yeux. Et Julie, elle, n'a même pas osé me regarder en face. Puis, j'ai sorti un document, celui que j'avais obtenu du notaire quelques jours plus tôt. Voici la preuve. L'acte de donation est incomplet. Vous avez omis d'inclure une clause de copropriété, et cela annule la validité de l'acte. J'ai observé leur visage se décomposer, petit à petit. Mon père, qui avait toujours été si fort dans sa position, semblait soudainement vulnérable. Ma mère, de son côté, ne pouvait plus cacher l'inquiétude dans ses yeux. Je savais que j'avais le pouvoir maintenant. Il ne pouvait plus me réduire au silence. J'avais joué mon rôle avec calme, mais j'étais prête à aller plus loin si nécessaire. Je vais entamer une procédure légale, et je n'ai pas l'intention de reculer. Vous allez devoir me donner ma part de l'héritage. J'avais dit cela sans crainte. Leur empire avait commencé à vaciller sous leurs pieds. La réaction de mes parents ne s'est pas fait attendre. Ma mère a crié « c'est de l'injustice ».
Comment oses-tu? Mais il était trop tard pour se rétracter. Je savais que je n'avais plus rien à perdre, que j'avais pris le contrôle de cette situation. Ma sœur, elle, ne disait rien, mais je pouvais voir qu'elle était déstabilisée. Elle savait, tout comme moi, que ce moment marquait la fin de leur petit jeu. L'équilibre qu'ils avaient maintenu pendant des années venait de s'effondrer. Mais je n'étais pas encore prête à leur offrir la victoire si facilement. Le notaire allait bientôt intervenir, et avec lui, l'épreuve de ce que je réclamais. La tension dans la pièce était palpable, comme une corde tendue prête à se rompre. Mes parents, Julie, moi. Tout était en jeu. Le regard de mon père, d'habitude inébranlable, était devenu celui d'un homme pris au piège. Et ma mère, qui m'haïssait en silence depuis des années, venait de se rendre compte que son contrôle sur moi venait de s'échapper. Julie, de son côté, avait cessé de jouer à la victime. Elle me fixait intensément, son sourire forcé tombant peu à peu. Elle savait très bien que ce que j'avais révélé ne pouvait être ignoré. Les cartes étaient sur la table, et il n'y avait plus de place pour les mensonges. Je pouvais voir la panique dans leurs yeux. Leurs mois, leurs années de manipulation avaient conduit à cette confrontation. Une confrontation où ils étaient tout simplement démunis. Tu ne peux pas faire ça, Claire, tu n'as aucune chance, a dit ma mère, d'un ton sec et empli de menaces. Mais je n'ai pas bougé. Ma détermination était plus forte que jamais. Je savais ce que ma mère essayait de faire, elle tentait de me culpabiliser, de me faire douter. Mais rien de tout cela ne fonctionnerait cette fois. J'avais rassemblé trop de preuves, trop de détails précis. Mon avocat avait déjà préparé le terrain. Tout était prêt pour lancer une action en justice. Je n'étais plus la victime dans cette histoire. Je suis allé plus loin. J'ai parlé à un avocat spécialisé en droit de la famille. Et vous le savez, l'acte de donation que vous m'avez caché est invalide. Vous avez omis une clause essentielle pour que cela soit légal. Vous ne pouvez pas juste ignorer cela. Les mots ont eu l'effet d'une bombe. Ma mère a blêmi, et son regard a glissé furtivement vers mon père. Mais il ne réagissait pas, il était en train d'assimiler la gravité de la situation. Julie, elle, était figée, son visage pâle comme un linge. Elle n'avait pas anticipé cette prise de pouvoir. Elle pensait que j'allais tout laisser tomber, que j'allais accepter comme avant. Mais non, plus jamais. À cet instant, j'ai sorti une autre pièce du puzzle. C'était une copie de l'acte de donation qu'ils avaient signé, une copie que j'avais obtenue du notaire. Voici le document que vous avez omis de me montrer. Vous avez signé cet acte, mais vous avez laissé des trous juridiques. Vous m'avez exclu, mais ce n'est pas valable. La pièce s'était parfaitement mise en place. Je n'avais jamais eu autant de contrôle sur cette situation. Le notaire avait aussi un rôle à jouer. J'avais pris rendez-vous avec lui juste avant de venir ici. Tout était arrangé pour que le rendez-vous ait lieu juste après cette confrontation. Ils ne pouvaient plus nier que ce qu'ils avaient fait n'était pas légal. Si vous voulez que cette histoire prenne fin ici, vous n'avez pas le choix. Vous devrez rectifier cet acte et me donner ma part. Le regard que mes parents m'ont lancé à ce moment-là était celui de l'impuissance. Ils avaient compris que tout ce qu'ils avaient fait était sur le point de leur échapper. Ce que je demandais était parfaitement légitime, et même le notaire allait en convenir. Si mon plan réussissait, il n'aurait plus d'arguments valables. Je serais officiellement en droit d'exiger ce qui m'était dû, et cette maison familiale, ce symbole de leur pouvoir sur moi, serait désormais à partager. Julie, toujours immobile, n'a pas dit un mot. Elle savait qu'elle était aussi dans une position délicate. J'avais désormais un pouvoir qu'elle n'avait jamais vu venir. Tout ce qu'elle avait pris pour acquis était en train de se fissurer. Je n'avais pas encore fini. L'avocat que j'avais consulté allait intervenir dès le lendemain pour entamer la procédure. L'issue de ce combat juridique était désormais inévitable. Mais il restait un dernier obstacle, une dernière menace que mes parents tentaient de brandir. Tu n'obtiendras rien, Claire. Ce n'est pas le moment ni le lieu pour ça. Ma mère avait dit cela d'un ton hautain, mais j'avais vu la peur dans ses yeux. Ils étaient dans l'incapacité de m'arrêter. La procédure allait débuter, et je savais que les premiers documents seraient signés dans les prochains jours. Ce n'était pas une simple victoire sur le papier. C'était la première fois que j'avais l'impression de revendiquer une place légitime dans cette famille. Et ils allaient devoir l'accepter. Les jours qui ont suivi cette confrontation ont été à la fois un soulagement et un poids lourd à porter. J'avais le sentiment que quelque chose avait définitivement changé dans ma vie. Ce n'était pas une simple victoire juridique. C'était la première fois depuis longtemps que je me sentais respectée, entendue. Mais il restait encore des étapes à franchir, et ce n'était pas aussi simple que d'entrer dans le bureau d'un notaire et de signer des papiers. C'était bien plus que cela. La première réunion avec mon avocat a eu lieu le lundi suivant. Il m'a expliqué en détail comment l'action en justice allait se dérouler. Ce ne sera pas rapide, m'a-t-il prévenu. Cela pourrait prendre plusieurs mois avant que le tribunal rende une décision. Mais même cela n'avait plus d'importance. Je savais que, quoi qu'il arrive, la victoire était déjà en marche. Mon avocat m'a confirmé que le notaire avait effectivement commis une erreur en omettant la clause de copropriété.
La loi était de mon côté, et mes parents ne pouvaient plus ignorer les faits. Je n'ai pas revu mes parents directement après cette soirée. La communication s'est faite par email, des messages courts, parfois froids, parfois désespérés. Ils ont tenté d'enterrer la question, de minimiser les faits. Ma mère m'a écrit un message clair: tu fais une grave erreur. Tu ne sais pas ce que tu es en train de faire. Je l'ai lu, et j'ai juste répondu. D'un ton calme, je fais ce que je suis en droit de faire. Il n'y avait plus de place pour les compromis. Julie, quant à elle, n'a cessé de m'envoyer des messages durant toute la semaine suivante, prétendant qu'elle n'y était pour rien, qu'elle ne savait pas. Mais je savais très bien qu'elle était au courant. Ils avaient tout pactisé pour me laisser à l'écart. Elle m'a même appelé en début de semaine, un ton faussement conciliant, pour essayer de me convaincre de tout laisser tomber. Tu sais, Claire, ce n'est pas la peine d'aller aussi loin. Nous sommes une famille. Sa voix m'a fait frissonner, mais je n'ai pas répondu à ses appels. Le plus difficile a été de gérer les regards des autres, ceux des amis, des collègues. Chacun avait son avis sur la situation. Certains me soutenaient, m'encourageaient à aller jusqu'au bout. D'autres, surtout parmi les anciens amis de ma famille, me regardaient avec une forme de jugement silencieux. Il y avait même des murmures dans mon entourage professionnel. Elle va tout perdre pour une maison. Mais je savais que, cette fois, ce n'était pas une question de maison. C'était une question de dignité. J'ai passé plusieurs nuits à relire les documents légaux, à étudier la loi, à préparer ma défense. Je savais que ce processus allait être long et que l'incertitude restait. Mais plus j'avançais dans cette direction, plus j'étais convaincue que la seule chose qui me restait à faire était d'aller jusqu'au bout. Je n'avais jamais eu aussi envie de revendiquer ma place, d'avoir le droit de me tenir à côté de ma sœur, sur un pied d'égalité. Mais à ce moment-là, il y avait plus que l'héritage qui m'était dû. C'était la reconnaissance, la fin de l'humiliation, la fin de cette vie dans l'ombre. Les mois suivants ont été durs. J'avais l'impression de porter un poids invisible. Je me levais chaque matin avec cette conviction nouvelle: je n'étais plus faible. Je n'étais plus la victime que ma famille voulait que je sois. Mais chaque étape me rapprochait un peu plus de la fin de ce conflit. Et chaque étape me rapprochait aussi un peu plus de la paix intérieure que j'avais si longtemps recherchée. Je savais que mes parents tentaient de trouver des solutions à l'amiable. Mais chaque proposition qu'ils me faisaient était une tentative d'échapper à la vérité. Ils avaient l'intention de m'offrir un petit paiement, une somme modique pour régler cela entre nous. Mais je savais que ce n'était pas une solution. Rien ne pourrait effacer les années de mépris. Rien ne pourrait annuler la trahison qui avait eu lieu. L'issue de cette bataille juridique était proche. Mais je savais que les conséquences allaient se faire sentir sur le long terme. Mais pour la première fois, je n'avais pas peur. Je savais que cette décision marquerait le début d'une nouvelle vie. Pas une vie sans douleur, mais une vie dans laquelle je retrouverais ma place, dans laquelle je pourrais enfin respirer. Les semaines qui ont suivi ont été un mélange de soulagement et de lourde attente. La procédure légale avançait. Mon avocat et moi étions en constante communication, mais il y avait toujours cette sensation de flottement, comme si tout pouvait basculer à tout moment. Je savais que la fin était proche, mais en même temps, rien n'était garanti. La première étape cruciale fut l'audience préliminaire. Je me souviens de ce jour-là comme si c'était hier. L'atmosphère dans la salle d'audience était glaciale, l'odeur du papier, de l'encre et du formalisme se mêlant à la tension palpable. Mes parents étaient là, comme prévu, leurs visages fermés, Julie les suivant, les bras croisés. Ils tentaient de masquer leur nervosité, mais je pouvais sentir cette angoisse qui se dégageait d'eux. Tout ce qu'ils avaient tenté de cacher pendant tant d'années, tout allait être mis à jour. Ils n'avaient plus aucune marge de manœuvre. Le notaire, appelé à témoigner, a confirmé ce que j'avais toujours su: il y avait bien une lacune juridique dans l'acte de donation. Il a admis, sous serment, que les documents qu'il avait préparés n'étaient pas complets, que certaines informations essentielles n'avaient pas été ajoutées. Ce fut un coup fatal pour la défense de mes parents. La salle d'audience était plongée dans un silence lourd, alors que le juge prenait le temps de lire et d'analyser les documents. Chaque détail semblait jouer en ma faveur. J'étais calme, plus que jamais. J'avais l'impression d'être enfin là où j'étais censé être. Après toutes ces années d'humiliation, de sacrifices invisibles, ce jour-là, j'avais l'impression de tenir la clé de ma liberté. Le verdict est tombé le 6 juillet 2022. L'acte de donation est annulé pour vice de forme. Vous devez procéder à une répartition équitable de l'héritage. Le juge a prononcé ces mots d'une manière froide, professionnelle, mais en moi, c'était une explosion de joie contenue. Ce n'était pas seulement la victoire légale, mais la reconnaissance. La validation de ma place, de mon existence, après tant d'années de mépris. Mes parents ont tenté de négocier un accord financier, mais j'ai refusé. Ce n'était pas une question d'argent. Il ne s'agissait pas de combler un vide matériel, mais de réparer une injustice qui m'avait été infligée. Je savais que ce n'était qu'un début. Je n'étais pas prête à accepter une simple compensation. Non, ce que je voulais, c'était que mes parents reconnaissent enfin leur
Erreur qu'ils acceptent que je faisais partie de cette famille sur un pied d'égalité. J'ai exigé la maison. C'était mon droit, et je n'avais plus peur de le revendiquer. Lorsque j'ai emménagé dans la maison familiale, tout était différent. L'endroit ne ressemblait plus à celui où j'avais grandi. L'air y était plus léger, comme si l'atmosphère était purifiée de toutes les trahisons et les mensonges qui l'avaient envahi. J'ai pris possession de cet espace, non seulement en tant que propriétaire légal, mais aussi en tant que personne qui avait enfin retrouvé son indépendance. Cette maison était mon héritage, non seulement en termes de propriété, mais aussi de dignité. C'était le lieu où je pouvais enfin respirer, où je pouvais laisser mon passé derrière moi. Le plus surprenant, cependant, fut la réaction de mes parents après le verdict. Ils n'ont pas tenté de revenir en arrière. Au lieu de cela, ils ont cessé de me parler. Il y a eu des tentatives sporadiques de renouer le contact, mais j'ai toujours refusé. Ce silence m'a donné un sentiment de paix, un vide étrange qui m'a permis de me reconstruire. Je ne cherchais plus leur approbation, je ne voulais plus être le maillon faible de leur chaîne. Il m'a fallu des mois pour me remettre de l'impact émotionnel de ce combat. Les jours qui ont suivi la décision du tribunal ont été comme un chemin de guérison. J'ai mis de l'ordre dans ma vie, et avec le temps, j'ai réalisé que je n'étais plus la même personne. Ma confiance en moi s'était renforcée. Chaque petit geste, chaque pas vers l'avant, me rappelait que j'avais pris le contrôle de ma vie. Et ce n'était pas une victoire temporaire. C'était une transformation. Je me suis éloignée de tout ce que mes parents avaient construit autour de moi. Leur vision, leur héritage familial, tout ce qu'ils m'avaient imposé, avait perdu sa valeur. Ils avaient pris tout ce qu'ils pouvaient, mais ils n'avaient pas vu que je m'étais préparée à tout reprendre un jour. Et je l'avais fait, non pas par vengeance, mais par simple nécessité de vivre selon mes propres termes. Il y a des moments dans la vie où la réalité se transforme en quelque chose de plus grand, de plus intense, et c'est ce qui m'est arrivé après ce combat. Aujourd'hui, en regardant en arrière, je vois une femme différente, plus forte, plus affirmée. Mais je ne ressens aucune fierté excessive. Juste une profonde paix intérieure, presque un sentiment de gratitude envers cette épreuve qui m'a permis de me découvrir, de redéfinir qui je suis. Les relations avec mes parents ne seront jamais les mêmes. Je ne peux pas revenir en arrière, effacer les années de négligence, d'humiliation et de manipulation. Mais je n'en ressens ni amertume ni regret. Parce que, finalement, ce qui m'a le plus marqué, ce n'était pas l'héritage matériel, ce n'était pas la maison ou l'argent. Ce que j'ai repris, c'était ma place dans ma propre histoire. Je n'étais plus la spectatrice ni l'invisible. J'étais la personne qui avait su prendre son destin en main. Le plus grand changement, c'est ma vision de moi-même. Avant, je me définissais à travers les yeux des autres. Leur rejet, leur indifférence me définissaient. Aujourd'hui, c'est moi qui me définis. Je suis celle qui a fait face à la vérité, à la trahison, et qui a eu le courage de se battre pour ce qui lui appartenait. Et cette force, cette indépendance, personne ne peut me la reprendre. Je pense souvent à ma fille, et je me dis que cette bataille n'était pas seulement pour moi. Elle est pour elle, pour l'avenir que je veux lui offrir, un avenir où elle saura que la dignité et la justice passent avant tout. Elle a vu son père et moi traverser cette tempête. Mais elle a aussi vu que je n'ai jamais cédé. C'est peut-être ça. Le plus beau cadeau que je pouvais lui offrir, l'exemple que, même face à l'injustice, il existe un moyen de se relever et de reconstruire sa vie. Ce soir, je suis tranquille. La maison est silencieuse, mais l'air est clair. Je peux respirer. Plus que jamais, je sais que je suis en paix avec moi-même. Et c'est tout ce qui compte. Je suis enfin libre.